Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. La politique, c'est d'abord et avant tout celles et ceux qui la font. Leur parcours, leurs ambitions, leurs obsessions. Un grand nombre de médias en parlent beaucoup et fort bien. Mais la politique, c'est aussi des idées puissantes, des idées fortes, des lieux communs et des idées dangereuses qui sont portées par des hommes et des femmes qui s'activent sur la scène politique, écrivent des tribunes, passent à la télé, tournent dans leur circonscription. C'est dans cette intersection que va s'installer le programme que nous testons aujourd'hui dans une forme de V0, V1. Avec Niels Wilke, journaliste politique jusqu'au bout des doigts, au carnet d'adresses long comme un soir de dissolution et à l'oreille duquel murmurent des politiques de tous bords. Le titre de ce programme à venir, les indiscrets de Niels Wilke. Bien entendu, on ne pourra le maintenir que si votre soutien est à la mesure de la période qui se joue. Rendez-vous donc sur tnt.lemediatv.fr. Salut Niels. Bonjour Théophile, merci de m'accueillir dans la grande famille du média. Alors aujourd'hui, nous aborderons trois sujets. La conférence de presse d'Emmanuel Macron mardi dernier au siège de son parti. C'est une dénégation qui étonne même dans son cercle le plus proche. Ces fake news sont toupées légendaires qui masquent peut-être une absence totale de perspective politique derrière le coup de la dissolution. Le grand retour des zombies politiques à l'heure des investitures, celles et ceux qui n'ont plus de potes mais qui s'incrustent à fond. Par exemple, Marlène Schiappa et Jérôme Cahuzac qui s'y voient déjà quand même. Et en troisième sujet, Jean-Luc Mélenchon, ses adversaires politiques internes et externes comptaient sur son mauvais caractère et ses sorties incendiaires pour torpiller l'idée même du Front populaire. Mais on dirait que ces derniers jours, il est plus les fraises que café corsé. Cela suffira-t-il à maintenir l'équilibre jusqu'aux législatives? On en parlera. Alors Niels, Emmanuel Macron t'a indirectement visé lors de sa conférence de presse de mardi. On regarde un extrait. Vous ne démissionnerez pas avant 2027? Non, vous tordez le cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Je crois dans la force de nos institutions. Écoutez, je me suis soumis à 2 reprises au suffrage des Françaises et des Français. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme. On le disait il y a 2 ans. Il se trouve que je suis à des élections qui m'ont tout de même choisi, donc ça ne doit pas être si terrible que certains le décrivent. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qui a fait le buzz de tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé? Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes, parce que tordre le cou à ce canard, un canard en fait c'est une information, c'est comme le canard enchaîné, c'est une expression évidemment hyper désuète comme le président en a l'habitude, la poudre de perlimpinpin, enfin je ne vais pas toutes les faire, c'est Pompidou, c'est pas le Kennedy qu'on nous avait vendu, mais enfin c'est surtout qu'il était très mécontent en fait que l'idée de sa démission a été rendue publique. C'est une hypothèse qui circule pourtant et qui est très sérieuse, y compris dans son premier cercle à l'Élysée, parce que si le RN est majoritaire, et on en a parlé dans le média cette semaine évidemment, il devra bien se résoudre à nommer un Premier ministre RN, donc Jordan Bardella a priori, et vous l'imaginez ouvrir les JO avec un Premier ministre RN, ce serait un peu la honte à l'international, et pour son bilan, parce qu'en 2017, il promettait, je le rappelle, de tout faire, et je le cite, pour que les Français ne votent plus RN. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Et aujourd'hui, le RN est aux portes du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont obligés de démentir et pourquoi se sont-ils obligés de le démentir? Parce qu'il évoque une info qui a beaucoup circulé. Mais parce que si Politis a publié l'enquête la plus étayée avec des confidences, des témoignages de ses premiers cercles et des conseillers très informés de l'exécutif, d'autres médias ont embrayé sur Politis sous ta plume.
Exactement, Europe 1 a sorti un sujet le matin même, juste avant qu'on publie, mais évidemment mon sujet était prêt avant, ainsi que l'Opinion, qui est un journal politique qui est également très lu par les politiciens et l'électorat de Macron. Évidemment, c'est moins les lecteurs du média, parce que c'est un journal ultra-libéral, c'est Nicolas Bétou. Mais l'Élysée, donc, a été obligé, a été un peu forcé, en fait, d'organiser en urgence un entretien. Alors, il s'est adressé au Figaro, toujours dans une volonté d'élargir son électorat, évidemment, et donc un entretien au Figaro pour démentir, évidemment, avec force ces rumeurs de démission qui pourtant ont réellement été évoquées. Est-ce qu'on peut rétro-pédaler pour aller dans le fond de ces rumeurs de démission? Enfin, c'est pas des rumeurs, ce projet de démission qui a été mis en lumière par toi dans Politis et par d'autres journalistes. Bah, en fait, c'est un petit peu absurde en réalité, parce qu'il est allé donc dans le Figaro et ensuite dans sa conférence de presse pour dire qu'il n'avait jamais, pour dire que sa démission n'était pas à l'ordre du jour. Il n'est pas allé jusqu'à dire qu'elle n'avait pas été évoquée, ce qui veut dire qu'en réalité, l'idée a bien circulé et qu'elle est peut-être d'ailleurs toujours envisagée en dernier recours. Alors, tu t'es amusé à épingler les fake news et les mensonges par omission d'Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse. Oui, alors je préviens tous les sociétaires qui nous regardent, je ne peux pas relever toutes les fake news du président parce que je pense qu'il faudrait plusieurs émissions pour les faire. Je vais en citer trois si tu me le permets. D'abord sur la campagne des législatives. Alors, pendant la conférence de presse, il a juré qu'il ne fera pas campagne. Ce qui est drôle quand même, c'est que cette conférence de presse, donc, pendant laquelle il était en train de jurer qu'il ne ferait pas campagne, a été payée par Renaissance. C'est-à-dire les locaux ont été payés par Renaissance et les collaborateurs et les ministres ont posé leur congé pour la journée, donc d'après mes informations. Donc ce qui est quand même assez paradoxal. Et bon, alors... En plus, si tu veux, ça provoque quand même un fort rejet de ses propres troupes. Et ça, c'est très nouveau, c'est-à-dire sur le terrain, quand j'interroge les députés macronistes, qui sont mes sources habituelles, ils ne veulent plus être associés à lui. Et j'en ai eu confirmation encore ce matin avec un député qui pourtant est issu de la droite, voilà, qui est plutôt conservateur, plutôt dans la ligne macroniste, qui m'explique que les Français veulent faire échec à Macron et même qu'ils en font une affaire personnelle, c'est-à-dire de battre Emmanuel Macron. Et donc, c'est quand même assez grave. Heureusement, le président de la République devrait être pris par des engagements internationaux. Par exemple, ce jeudi 13 juin, au moment où nous enregistrons l'émission, il est au G7 en Italie. Et puis ensuite, il y aura plusieurs visites d'État, je crois notamment en Suisse. Mais tu vois que le climat est quand même assez explosif. Ensuite, sur l'assurance chômage aussi, il a déclaré lors de sa conférence de presse, si certains veulent l'améliorer, la changer, je ne peux pas vous dire, c'est intangible. Et donc, il a laissé la porte ouverte, soi-disant, à des améliorations, ou en tout cas à une atténuation de cette réforme qui est absolument ignoble, qui va faire sortir des millions de personnes de l'assurance chômage et qui va encore plus les précariser. Malheureusement, ce jeudi matin, sur France Inter, Gabriel Attal a douché un petit peu les espoirs des demandeurs d'emploi qui sont un peu en désespérance en disant que le décret sera pris d'ici au 1er juillet, il l'a promis, tout en chargeant d'ailleurs de manière assez lâche les partenaires sociaux, ce qui est quand même particulièrement vicieux parce que la feuille de cadrage du gouvernement qui fixait les négociations était impossible à respecter et pourtant Dieu sait que les syndicats ont tout fait pour aboutir. Mais le pompon, c'est quand même la question des grandes régions. Alors ça va moins intéresser les Parisiens, mais en Alsace, c'est un vrai sujet. Parce que l'Alsace ne supporte pas en fait d'être attachée à la région Grand Est et ne comprend pas en fait cet assemblage qui a été créé de manière artificielle par François Hollande. Et donc les élus militent depuis plusieurs années, plusieurs mois, et en particulier depuis plusieurs mois, pour que le territoire soit dissocié du Grand Est. Et là, ils sont furieux. Emmanuel Macron était venu en visite à Strasbourg fin avril et il avait malheureusement douché là encore leurs espoirs en répétant qu'il ne fallait pas faire de grands jeux institutionnels. Et là, pendant la conférence de presse, il a annoncé qu'il était OK pour rouvrir le dossier, alors qu'il disait exactement le contraire il y a quelques semaines avant. Alors j'en parlais avec un élu de la majorité qui pourtant, encore une fois, est un macroniste plutôt zélé, qui m'expliquait que ce jour-là, il nous a chié dans les bottes
Voilà, donc tu vois l'expression, parce qu'il avait fait cette annonce sans les prévenir. Et alors, c'est encore plus drôle ou tragique quand tu connais la suite, parce que 2 semaines après avoir fait cette annonce, encore une fois sans concertation, il a mis les élus alsaciens au pied du mur en disant qu'il n'y aurait pas de réforme. Les élus, les parlementaires macronistes, enfin de la majorité présidentielle alsacienne, ont eu la surprise d'être convoqués à l'Élysée par Alexis Kohler lui-même. Donc c'est le bras droit d'Emmanuel Macron, il est bien connu, je pense maintenant, qui voulait recueillir leur avis sur le sujet. Alors bon, les élus alsaciens pourtant macronistes se sont un peu étonnés. Et il y en a un qui m'a dit clairement que c'était un problème de méthode et qu'il fallait d'abord consulter puis trancher. Et donc ce parlementaire a lui aussi choisi de ne pas afficher la tête du président sur ses affiches de campagne. Ça te donne un petit peu l'idée de l'ambiance, y compris au sein des macronistes. En gros, les macronistes, ils ont honte de leur chef. Alors honte, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la première fois, moi, parce que je suis le quinquennat d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années maintenant, c'est la première fois que je constate une cassure très nette. On a vraiment l'impression que des élus et des cadres du parti, bon, alors certes, qui ne sont pas à l'Élysée, mais ils sont quand même au sein de Renaissance à Paris ou même en province, des barons locaux, des caciques, etc., lui en veulent vraiment de cette dissolution qui n'a pas été préparée. À un moment en plus aussi crucial où clairement la majorité est en difficulté parce qu'il y a eu des réformes qui sont absolument très très dures et comme l'a souligné le média, je pense dans à peu près toutes ces émissions, il y a eu l'horrible réforme des retraites, l'ignoble loi sur l'immigration et pour finir, il y a eu la réforme de l'assurance chômage qui a un peu achevé le quinquennat soi-disant social d'Emmanuel Macron et là on a vraiment l'impression d'une profonde désillusion en interne. Macron est décrit avec des mots très durs, déconnecté, canard boiteux, en référence toujours à son fameux canard, à la ramasse même, et méprisant. Alors tu vois, c'est des adjectifs qu'on n'avait jamais entendus en interne ou vraiment très rarement. Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle !» Elle était une des figures les plus médiatiques de la Macronie, la plus inconditionnelle, et il faut le dire, une des fournisseuses officielles de Malaise TV. Mais c'était avant le scandale du fonds Marianne. On rappelle que le fonds Marianne a été créé suite à l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty par un terroriste djihadiste. Un fonds doté de 2,5 millions d'euros censé financer des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes. C'est ce que disait Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la citoyenneté. Mais ce fonds a surtout servi à perfuser des associations de copains qui se sont payés des salaires mirobolants, à l'image du polémiste Mohamed Sifawi, au point où le scandale a conduit à une commission d'enquête sénatoriale où Schiappa s'est craché en direct en mettant tout sur le dos de son cabinet et de son administration. Il est difficile d'imaginer qu'un ministre et son cabinet ne fonctionnent pas totalement, en totale confiance et en totale transmission. Vous êtes sur un sujet qui est sensible, vous êtes sur une position politique affichée et vous ne suivriez pas les discussions entre votre cabinet et M. Sifawi, par exemple. J'ai un peu de mal. Donc, si vous voulez bien revenir là-dessus. Vous l'avez très justement dit, Monsieur le Président, il y a une relation de confiance entre un ministre et son cabinet. Et donc moi, en tout cas, peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne vais pas, par exemple, regarder les agendas des membres de mon cabinet et je ne leur demande pas quotidiennement qui ils ont reçu ou avec qui ils ont échangé. Dans votre propos introductif, il y a quelques moments que ce soit jusqu'à présent, vous avez mis en cause ou en jeu ou en discussion votre propre responsabilité. Pour l'instant, vous dites c'est l'administration, c'est le cabinet. Voilà. Bon. Non, madame. Quand le cabinet prend une position, elle est supposée être la position de la ministre. Que le ministre soit comptable et rende des comptes et soit responsable devant le Parlement de l'action menée non seulement par lui-même, mais aussi par son cabinet, bien évidemment, et son administration politiquement, c'est bien évidemment normal. Et c'est pourquoi, bien évidemment, je suis là autant que de besoin. Donc j'ai toujours, en toutes circonstances, pris mes responsabilités. J'ai énormément de défauts, mais certainement pas celui de me dérober. Ce qui continue de m'étonner, je vous le dis, vous n'êtes jamais à l'origine de la décision.
vous la prenez, c'est votre administration, le cabinet ne vous alerte pas. Finalement, à la faveur d'un remaniement ministériel, Marlène Schiappa perd son poste et sa carrière politique est mise entre guillemets, mais à toute chose, malheur est bon, doit-elle se dire. Elle fait des mains et des pieds pour revenir. Raconte-nous, Niels. Et oui, tu as tout à fait raison de rappeler le contexte de la fin du ministère Schiappa, puisqu'elle a vraiment été carbonisée par ce scandale et par le rapport notamment assassin du Sénat. Et puis, elle a fini par lasser le couple Macron. C'est vrai qu'il appréciait, et bon, qu'il apprécie toujours. Mais disons, elle a fini par lasser parce que effectivement, c'est peut-être trop d'extravagance dans cette période qui est vraiment difficile quand même pour les Français et qui sont quand même attentifs, disons, aux symboles politiques et notamment aux ministres. Et donc, on peut dire d'ailleurs qu'ils l'ont un peu remplacé au gouvernement. Si tout le monde constate, par exemple, Sabrina Agresti-Roubache, donc la Marseillaise, hein, qui est arrivée au gouvernement pour épauler Darmanin et qui prend un peu finalement le rôle de Schiappa en ne travaillant pas sur ses dossiers puis en racontant un peu n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Mais en politique, on n'est jamais mort et la preuve avec Marlène Schiappa, et c'est un article du Parisien qui a remis Schiappa en selle, de notre excellent confrère Marcelo Besfred, et qui raconte que la députée serait désirée par Renaissance pour revenir aux législatives à Paris et qu'elle voulait combattre Sandrine Rousseau dans sa 9e circonscription. Bon, je me suis un peu moqué de l'ancienne ministre sur Twitter X en rappelant ses casseroles, et on peut voir sa réponse. Elle n'a vraiment pas apprécié. Mais quelques heures plus tard, j'ai appris qu'elle avait appelé Sandrine Rousseau pour démentir qu'elle allait se présenter contre elle. Donc, quand même un coup de fil personnel de Marlène Schiappa à Sandrine Rousseau, car elle ne voulait pas officiellement, dit-elle, combattre une autre féministe. Alors, ça a fait quand même un peu rigoler l'entourage de Sandrine Rousseau. On m'explique que c'est pas comme si elle pouvait gagner cette circonscription. Elle a probablement compris qu'elle avait peu de chances quand même de l'emporter. Ça sent quand même le pétard mouillé, mais ça n'a pas empêché notre ancienne ministre, bonne communicante, de courir chez Bolloré pour en remettre une couche, par exemple sur Europe 1, où elle a participé à une émission avec Pascal Praud, et hier soir, mercredi soir, chez Hanouna, son grand copain dans les médias, à qui elle a refait une grande déclaration d'amour. Regardez plutôt. Vous pouvez le dire aujourd'hui, est-ce que, même quand vous étiez ministre, c'était votre animateur préféré? Ah, mais c'est mon émission préférée. Non, je suis votre animateur. Ah ben, vous n'êtes pas juste mon animateur préféré, vous êtes ma personnalité des médias préférée. En tout cas, c'est efficace quand on ne veut pas se faire oublier. Un autre zombie de la politique qui avait annoncé la couleur, c'est Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, pris les doigts dans le pot de confiture du mensonge et de la fraude fiscale. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Après plus d'1 heure d'audition, la voiture de Jérôme Cahuzac quitte le tribunal. Rien d'officiel, mais quelques instants auparavant, il vient d'avouer au juge l'existence de son compte caché. À la fin de sa période d'inéligibilité, Gégé avait promis qu'il reviendrait. Pensez-vous, Jérôme Cahuzac, que votre retour dans la vie publique soit moralement acceptable? La question de la morale est une question essentielle, et j'aimerais que ceux qui me condamnent au nom de la morale, ou plutôt qui me condamnent au silence ou à la réclusion à perpétuité, au nom de la morale, réfléchissent à ce que cela veut dire. D'abord, quelle est leur morale? Au nom de quoi l'imposeraient-ils aux autres? Au nom de quoi cette morale serait-elle universelle? Je crois qu'ils devraient réfléchir à cela. Pour ma part, j'ai essayé de penser à tout cela, car ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale fut évidemment une parfaite immoralité. Mais pourquoi? Vous avez menti à l'Assemblée nationale. Ce fut immoral. Le mensonge peut ne pas toujours l'être. Celui-là l'était incontestablement. Mais ce n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que ce retour l'est par là même. Et là, c'est bon, il est candidat à la candidature, mais sur quoi compte-t-il donc, Niels? Alors, c'est vraiment le grand mystère, hein, Théophile, et je t'avoue, je n'ai pas la réponse, malgré mon réseau aussi long que le soir de dissolution, comme tu l'as dit au début de l'émission. Il l'avait dit, et tu l'as rappelé, à l'issue de sa peine en novembre dernier, il avait confié, notamment sur France Inter, qu'il avait payé sa dette à la société, ce qui est tout à fait vrai, hein, par ailleurs, et qu'il se déclarait déjà plus ou moins clairement pour faire son retour. Il avait dit « il est clair que je ne m'interdis rien ». Bon,
Maintenant, aux médias, on est au courant. Quand un politique dit ça, c'est qu'il va revenir. Et effectivement, l'ancien député maire était ensuite réapparu dans sa fameuse, dans la vallée du Lot, où il a effectivement, c'est son ancien fief. Voilà, il a toutes ses attaches dans le Lot. Il a organisé notamment des réunions publiques et il a fondé une association qui s'appelle les Amis de Jérôme Cahuzac. C'est mignon quand même, avec 200 membres quand même qui ont payé leurs cotisations. Comme quoi, voilà. Difficile de savoir tout de même ce qui l'anime. Est-ce que c'est du narcissisme qui est propre à beaucoup de politiciens? Est-ce que c'est une volonté de revanche sociale, ce qui est tout à fait possible? En tout cas, au PS, je peux te dire que c'est plutôt l'embarras qui domine, parce que Cahuzac, quand même, ça a été le début de la fin pour le quinquennat Hollande. Et il y a une parlementaire socialiste que j'ai joint tout à l'heure qui m'a seulement dit il devrait se cacher. Ça te donne un peu une idée du retour, des impressions de retour du comeback de Cahuzac au Parti socialiste. Mais en tout cas, c'est vrai que, je le répète, il a purgé sa peine vis-à-vis de la société et on verra au final ce qu'en pensent les électeurs. Mais a priori, il va se faire investir par le Parti socialiste ou alors il va se présenter comme candidat indépendant? Non, il va se présenter comme candidat indépendant. Il n'y a aucune chance que le PS l'investisse. On verra ce que ça donnera. Alors, au moment où nous tournons, le nouveau Front populaire, coalition de gauche en vue des élections législatives, il tangue un peu. Ça se dispute sec sur la thématique des investitures, en gros du gâteau électoral, mais aussi sur l'Ukraine, sur la Palestine et les accusations d'antisémitisme qui ont fleuri après le 7 octobre. Dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon, dont le compte Twitter peut se montrer véhément, et dans une très grande retenue sur France 2 mercredi dernier, il a presque fait un sans faute. Qui va être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche? Est-ce que c'est vous? Oui, c'est pas le plus important. Si, c'est important malgré tout. D'accord, je veux bien. Alors, M. Macron a désigné M. Attal, Mme Le Pen a désigné M. Bardella, et nous, va falloir que vous patientez. Pourquoi? Parce qu'on a vu récemment sur un plateau de télé l'inconvénient qu'il y a à lancer des noms à la cantonade comme ça. Désormais, ce n'est plus supporté. Donc, je m'y plie. Alors, je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais... C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante. On va en rester à la formule que propose Olivier Faure, qu'il a proposée sur un plateau, qui est de dire c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose. Bien. Donc, propose égale pas impose. Non, moi je sais ce qu'attend celui qui va s'occuper de ça, ou celle qui va s'en occuper. Donc il faut qu'il y ait une discussion. Proposer ne veut pas dire imposer. Et alors que les fuites sur les blocages des négociations se multiplient, la figure de proue des Insoumis a souhaité calmer le jeu. Tout se met en place. En 4 jours, la gauche accomplit un exploit. Elle est à la hauteur du moment. Pas d'impatience. Le travail est délicat. Les équipes de négociation font du bon travail. Bravo à elles. Bref, la vie politique française est trépidante et c'est un feuilleton incessant depuis l'annonce de la dissolution. Peut-être qu'au moment où nous diffuserons, la gauche sera à feu et à sang et Mélenchon en feu, mais pour l'instant, ça va. Alors on imagine qu'il a pris du lait fraise et pas du café corsé ces derniers jours, Niels, mais qu'est-ce qui ressort des confidences que tu as glanées dans son entourage sur son état d'esprit? Mais oui, Théophile, le lion s'est fait agneau à la télé. Alors, je t'avoue qu'avant de parler même de Mélenchon lui-même, dans l'entourage de Faure et dans les autres partis, les écolos, le PC et évidemment le PS, du coup, on a retenu son souffle en apprenant qu'il allait faire le 20h hier. Je peux te dire que les téléphones ont surchauffé et que toutes les hypothèses, même les plus folles, circulaient, certains imaginant même faire acte de candidature pour le Front populaire. Autant te dire que tout le monde a un peu bondi en apprenant cette interview. Et c'est vrai, son entourage me le rappelle. C'est un émotif, Jean-Luc Mélenchon rappelle ses proches. Il est capable de faire des magnifiques discours. Ça reste quand même l'un des grands tribuns de la République, probablement l'un des derniers. Mais il est aussi capable de sortir des invectives contre les journalistes, par ailleurs. Ça lui est arrivé souvent. Il est aussi capable d'invectiver ses adversaires quand il s'estime injustement attaqué, donc aussi de montrer le pire. Il a quand même lancé une petite pique contre Glucksmann lundi soir, qui était sur le même plateau et qui a quand même annoncé à gauche qu'il fallait mettre Laurent Berger à Matignon. Ce qui a quand même embarrassé la gauche et notamment le PS qui hésitait à rire ou à montrer son embarras face à cette proposition complètement farfelue. Et donc Mélenchon a dit, on a vu récemment sur un plateau télé l'inconvénient qui a lancé des noms à la cantonade comme ça. Désormais, ce n'est plus supporté, donc je m'y plie.
on peut dire qu'il a fait preuve de retenue. Dans son entourage, on m'explique que le moment est grave, gravissime même, et qu'il faut se montrer à la hauteur des enjeux. C'est apprécié par tous les partis de gauche, les écolos, le PS, y compris même les communistes, qui ne sont pas les grands amis de Jean-Luc Mélenchon, qui m'ont tous dit qu'ils avaient apprécié cette retenue. Mais tout de même, la méfiance reste forte, car le vieux lion peut encore sortir les griffes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur l'atmosphère générale qui règne au sein du Front populaire, du nouveau Front populaire, de l'ancienne NUPES? Est-ce qu'il y a des forces qui sont déterminées à faire dérailler le train, ou il y a plutôt un consensus sur le fait que, alors que la droite se déchire et que la Macronie est groggy, que le RN est plus proche que jamais de Matignon, il y a une responsabilité, un esprit de responsabilité qui doit prévaloir. Que se disent-ils? Écoute, évidemment, je ne suis pas dans la pièce des négociations avec Manuel Bompard, Paul Vanier, Châtelain pour les écolos, et puis évidemment Jouvet au PS. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un fort esprit de consensus pour faire l'union, tout simplement, qui est réclamé à la fois par les électeurs, la société civile, la gauche, etc. Donc il y a quand même une très grosse attente. Tout à l'heure, j'avais une parlementaire socialiste en ligne qui m'expliquait que quand même les négociations, même si elles étaient évidemment ardues, parce qu'on parle de circonscription, on parle voilà, quelle circonscription on donne, laquelle est la plus gagnable. Donc évidemment, il y a des tensions qui se créent, mais quand même, globalement, on peut dire que ça se passe bien. On parle de clash, mais aux médias, on n'est pas sur CNews, on n'est pas sur BFM, on n'est pas sur LCI. Donc je peux te dire avec plaisir qu'il y a vraiment un esprit en tout cas de responsabilité qui prévaut à gauche. En tout cas, c'est les informations que je peux livrer au moment où nous enregistrons, et notamment cette parlementaire que j'avais au téléphone me disait, mais on parle de clash, par exemple, le Nouvel Obs là, a sorti un article sur le clash qui aurait lieu au Front populaire sur le cas d'Adrien Quatennens, hein, puisque Mélenchon insiste et fait pression pour qu'il soit toujours investi Front populaire pour ces législatives anticipées. Évidemment, ça coince chez les écolos encore plus au PS, puisqu'il a quand même été condamné pour des faits de violence sur son ex-femme, et donc c'est un sujet pour les féministes de tous les partis. Alors, mais simplement, cette parlementaire me disait, attention, ce n'est pas un sujet qui déterminera le reste de l'Union populaire. Autrement dit, c'est pas parce que peut y avoir des tensions sur le cas Quatennens que toute l'Alliance pour le Front populaire va se disloquer sur cette question. Et elle me disait, même de la part de la France insoumise, on sent vraiment une vraie volonté de faire aboutir, et je pense que c'est vrai. Merci Nils pour ces éclairages. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce faux numéro 0. Si vous l'avez aimé et que vous pensez qu'il a sa place dans notre future grille, allez sur tnt.lemediatv.fr et apportez-nous votre soutien. Nous en avons plus que jamais besoin.